Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Apple Intelligence et comment elle pourrait améliorer l'expérience utilisateur dans l'écosystème d'Apple. Donc, je me présente, je m'appelle Gia Lajri, je suis Chapter Lead iOS chez Before. Je suis ambassadrice pour Tech Packers et aussi je fais partie des organisateurs de GDG Paris. Donc, pendant cette présentation, tout d'abord, je vais commencer par faire une petite introduction sur le contexte général de l'utilisation d'Apple Intelligence. Et puis, nous allons explorer ensemble en fait l'architecture qui se cache derrière ces technologies pour mieux comprendre comment elles fonctionnent et surtout comment elles peuvent en fait garantir la sécurité des données traitées. Et puis, nous allons explorer aussi tous les outils qui sont à disposition des développeurs pour intégrer Apple Intelligence dans leurs applications. Et à la fin de cette présentation, je vais faire une petite démonstration en situation réelle. Donc, tout d'abord, c'est quoi Apple Intelligence? Donc, Apple Intelligence, c'est une série de fonctionnalités basées sur l'IA générative qui vise à rendre les appareils Apple, en fait, plus intuitifs et plus personnalisés. Donc, en première vue, on peut voir Apple Intelligence comme une simple mise à jour, une petite modification sur l'assistant vocal Siri. Or, c'est pas le cas. En fait, Apple Intelligence, c'est beaucoup plus que cela. Donc, parce qu'elle vise surtout à améliorer l'expérience utilisateur, surtout sur toutes les expériences système, c'est pas seulement sur Siri. Donc, je vous donne un petit peu de contexte. Apple Intelligence est sortie en version bêta aux États-Unis en octobre 2024. Elle est sortie un mois en version bêta en Europe et en France. Donc, c'était le 22 février 2025. Et donc, vous pouvez installer Apple Intelligence aujourd'hui si vous avez un iPhone 15 Pro ou plus. Donc, ça marchera aussi pour un iPhone 16 Pro et un iPhone 16 Pro Max. Et bien sûr, avec un iOS 18.1 ou plus. Pareil pour les macOS, il faut avoir un macOS équipé avec des puces Apple Silicon M1 ou plus, avec des macOS Sequoia sur la version 15.1 ou plus. Donc, pour télécharger Apple Intelligence, il faut avoir aussi minimum 7 Go d'espace de mémoire disponible sur les appareils. On va comprendre pourquoi par la suite. Du coup, voilà. Donc, rentrons au vif du sujet. L'architecture d'Apple Intelligence se repose sur du traitement hybride. Donc, sur la partie gauche, on a du traitement local, du traitement en device sur l'appareil, que ce soit sur un macOS ou sur l'iPhone. Donc, dans cette partie, on profite de la puissance de calcul local pour améliorer les performances, vu que ce sont des traitements locaux. Donc, en fait, le temps de réponse, il est beaucoup plus rapide. Et en plus, les utilisateurs, ils n'ont pas besoin d'une connexion Internet pour faire des traitements en local. Et d'un autre côté aussi, ça améliore la sécurité en minimisant les données sensibles envoyées vers le cloud. Donc, dans cette partie de traitement en device, on se repose sur des modèles d'images, des modèles de langage appelés SLM, Small Language Model. Il y en a ceux qui les appellent aussi Tiny Language Model. Ce sont des modèles intégrés en local sur l'appareil. Et c'est pour cette raison, en fait, qu'on a besoin de 7 gigaoctets disponibles, en fait, pour, dès la première installation et la mise à jour sur Apple Intelligence. Du coup, les modèles SLM, Small Language Model, ce sont des modèles légers qui vont nous permettre d'exécuter des tâches simples et basiques. Par exemple, l'analyse sur un agenda, résumer un texte, etc. Et dès que les cas d'usage ils sont un petit peu plus complexes, Apple Intelligence aura besoin de combiner ce traitement en device avec un traitement sur le cloud qui est basé sur des modèles plus performants que les modèles SLM, donc des modèles LLM, et qui vont nous permettre d'exécuter des tâches un petit peu plus sophistiquées, plus complexes, telles que l'analyse des images, la génération du texte, etc. Alors, dès que les modèles d'Apple Intelligence atteignent leurs limites, Apple peut faire appel à ChatGPT. Donc, il peut proposer des liens aux utilisateurs vers ChatGPT. Et les utilisateurs finaux, en fait, ils peuvent choisir d'utiliser ChatGPT ou bien en se connectant avec leur compte perso ou bien en restant en mode anonyme avec des adresses IP masquées. Maintenant, en termes de sécurité, comment Apple peut sécuriser les données traitées sur le cloud? Donc, tout d'abord, Apple a introduit ce qu'on appelle le Private Cloud Compute. Donc, c'est quoi le Private Cloud Compute? C'est tout simplement toutes les données traitées sur le cloud. Elles peuvent être traitées, en fait, sur des serveurs privés d'Apple. Donc, premièrement, il n'y a aucune donnée qui va être
sauvegardées sur ces serveurs privés. Et deuxièmement, le plus important, ces données ne vont pas être utilisées pour entraîner le modèle d'Apple Intelligence, ni pour répondre à des questions ultérieures. Et ça s'applique aussi pour ChatGPT. Du coup, ChatGPT s'est engagé auprès des utilisateurs d'Apple Intelligence pour ne pas utiliser leurs données perso, en fait, pour entraîner ces modèles et pour répondre à des requêtes ultérieures. Et je pense que pour cette raison, je pense que l'utilisation de ChatGPT via Apple Intelligence est plus sécurisée que d'utiliser directement, en fait. Donc, maintenant, pour assurer et garantir la sécurité de ces serveurs privés, Apple a lancé un programme de bug bounty, en fait, qui peut offrir en fait, jusqu'à $1 million aux personnes qui peuvent découvrir des failles de sécurité sur le private cloud compute. Sonia était bien. Voilà. Sonia, j'ai mis le lien ici, en fait. Comme ça, tu peux devenir millionnaire, en plus, en toute légalité. Je vois les chiffres. Je vois les chiffres. Voilà. Il y a jusqu'à $1 million. Après, on partage. Maintenant, on va faire un petit focus sur la partie de traitement local d'Apple Intelligence, la partie on-device. Donc, dans cette partie, on a deux couches. Donc, la couche plus haut niveau, en fait, c'est la couche qui va recevoir toutes les interactions avec l'utilisateur. Donc, dans cette couche, il y a les applications installées par l'utilisateur et aussi les applications système, donc calendrier, météo, agenda, etc. Et dans cette couche aussi, on a ce qu'on appelle les expériences système. Par exemple, Siri, c'est une expérience système. Spotlight, c'est une expérience système. Widget, Shortcut, etc. Donc, cette couche, elle n'aura jamais un accès direct au modèle d'Apple Intelligence. Pourquoi? Parce que le système d'Apple, c'est un système sandbox. Ça veut dire quoi un système sandbox? C'est tout simplement un système de sécurité qui va nous permettre d'isoler chaque application en fait dans son propre environnement. Donc, aucune application ne peut avoir accès aux données traitées dans une autre application et surtout, aucune application n'aura accès au système de fichiers d'une autre application. Et c'est pour cette raison-là, en fait, que les appareils d'Apple et surtout les iPhones, ils ont cette réputation d'être beaucoup plus sécurisés que d'autres smartphones. Par exemple, avec Android, on peut développer une application antivirus qui va nous permettre d'analyser, de scanner tout le système de fichiers partagés. Par contre, c'est impossible de faire ce genre d'application sur iOS parce que tous les accès aux ressources et surtout au système de fichiers, il est géré par le système d'exploitation iOS. Donc maintenant, pour donner accès aux applications en fait à Apple Intelligence, les développeurs de ces applications-là, ils sont obligés de passer obligatoirement par ce qu'on appelle les App Intent Toolbox et aussi les index sémantiques. Donc, les index sémantiques, on peut les voir comme des vecteurs de données, en fait, qui vont contenir toutes les données, en fait, qui sont explicitement exposées par le développeur de l'application pour qu'elles soient exploitées par Apple Intelligence via les expériences système telles que Siri et Spotlight. On va revenir par la suite sur la partie exploitation de données sur Apple Intelligence, mais maintenant, on va se focaliser surtout sur les App Intent Toolbox. Donc, historiquement, les App Intent Toolbox ont été lancés par Apple en 2022 avec iOS 16, donc bien avant Apple Intelligence. Et le but des App Intent, en fait, c'était de casser ce système sandbox d'Apple et permettre aux utilisateurs, en fait, d'afficher certaines fonctionnalités de leur application en dehors de l'application. Je m'explique avec un exemple simple. Donc ici, par exemple, les utilisateurs de l'application de Bufferbank, ils peuvent afficher le solde de leur compte courant en dehors, sur l'écran d'accueil, en dehors de l'application, via un widget, par exemple. Et techniquement, les widgets sont basés sur des App Intent. Techniquement, ils sont des App Intent. Pourquoi on permet aux utilisateurs de faire ce genre de traitement? Parce que tout simplement, c'est pour améliorer leur expérience utilisateur et surtout pour donner plus de flexibilité aux utilisateurs finaux, en fait, pour afficher et traiter du contenu de leur application en exploitant toutes les options disponibles sur l'iPhone. Parce qu'aujourd'hui, avec Apple, on ne parle plus d'amélioration d'expérience utilisateur sur l'application, mais c'est plutôt, en fait, on parle de l'amélioration d'expérience utilisateur sur le téléphone. Maintenant, si vous regardez un petit peu l'architecture, vous pouvez voir que les App Intent jouent le rôle d'un pont entre les expériences système, entre Siri, Spotlight, Shortcut, et
entre les applications installées par l'utilisateur. Donc, l'importance et l'utilité de cette architecture, c'est que, en fait, l'avantage avec cette architecture, c'est que dès qu'on développe un seul appleton pour Siri, par exemple, on peut le réutiliser pour Shortcut ou pour Spotlight, etc. Donc, il suffit de développer un appleton par feature et il peut être partagé par plein d'expériences utilisateurs. Donc, c'est très important pour le développeur pour éviter de redévelopper un appleton par expérience. C'est ça. Voilà. Maintenant, concrètement, comment les développeurs peuvent utiliser les appleton toolbox? Donc, les appleton toolbox, tout simplement, c'est une boîte à outils gérée par le système et qui va permettre aux développeurs, en fait, d'identifier ou de définir les actions qui peuvent être exécutées dans l'application suite à une commande réalisée par l'utilisateur sur Siri ou bien sur Spotlight, etc. Donc, techniquement, les appletons, ce sont des structures déclaratives. Donc, il faut dès le départ définir les inputs et les outputs. Donc, pour les inputs, c'est simple et on peut les identifier facilement dans la commande de l'utilisateur. Par contre, pour les outputs, ce sont tout simplement en fait les actions qui vont être développées par le développeur de l'application au moment en fait qui vont être exécutées au moment suite à une commande réalisée, une commande vocale ou une commande réalisée sur Spotlight. Maintenant, la question qui se pose, c'est une question pour un champion. Vous m'avez fait en fait gagner 1 million d'euros, mais pour voir si vous avez bien compris l'esprit d'Apple, est-ce que vous pensez que le développeur il peut choisir n'importe quel type d'action qui va être exécutée dans l'application suite à une commande? Ou bien c'est contrôlé par Apple? Et l'aîné, il faut pas. Il connaît un peu. Alors? C'est contrôlé. Super. Parce que Apple, en fait, la règle générale avec Apple, c'est que dès qu'elle donne un outil au développeur, elle va rajouter une couche de sécurité. Donc, ça simplifie pas trop la vie des développeurs, mais au moins, ça sécurise, en fait, les données des utilisateurs finaux. Donc, effectivement, la réponse est non. L'utilisateur, il doit développer des actions dans les éteintes qui sont conformes à ce qu'on appelle les schema intent. Et qui sont en fait définis et qui sont définis au préalable par Apple, en fait. Donc, comment ils ont défini cette liste? Apple, elle a défini déjà une liste de domaines. Donc, on a le domaine mail, journal, browser, photo, caméra, etc. Et dans chaque domaine, on a une liste d'actions possibles qui peut être réalisée sur ce domaine. Par exemple, pour le domaine journal, par exemple, on a 5 actions possibles. On peut créer, supprimer, modifier, chercher et lister des items de journal. Par contre, on ne peut pas, par exemple, envoyer un item de journal par mail. Il n'y a pas send, email, je ne sais pas quoi. Bref, donc c'est bloqué par là. Donc, les développeurs, ils doivent chercher l'intent schema qui correspond mieux à leur intent, en fait, et l'implémenter l'action en se basant sur ce schema. Maintenant, on revient sur la partie exposition et exploitation des données dans Apple Intelligence. Donc, la gestion des données, elle est basée sur 2 concepts. Donc, le premier concept, c'est l'indexation sémantique. Le deuxième concept, ce sont les entités. Donc, les entités, techniquement, c'est simple, ce sont des structures de données. Et dans Apple Intelligence, ils représentent en fait un élément identifiable des données d'utilisateur. Donc, une entité, elle peut être une transaction, ça peut être une photo, un contact, un email, etc. Et généralement, ce sont les développeurs qui vont identifier les structures de données de leur application qui peuvent être exposées afin qu'elles soient traitées en fait par Apple Intelligence et les expériences système. Maintenant, les indexations sémantiques, ou l'index sémantique, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un vecteur de données qui va nous permettre d'analyser sémantiquement en fait toutes les données locales du device. Donc, il va nous permettre d'analyser les messages, les notes, les emails, etc., afin de créer un contexte général dans le téléphone qui va permettre par la suite aux utilisateurs finaux en fait, de faire des requêtes complexes basées sur du langage naturel au lieu de faire une recherche simple et traditionnelle basée sur des mots-clés. Maintenant, on a assez parlé théoriquement, je passe à la démonstration. Donc, dans cette démonstration, le but, c'est de chercher des transactions dans une application bancaire. Donc, pour la première démo, en fait, on va chercher des transactions en utilisant Spotlight, en se basant sur des mots-clés sur les noms de bénéficiaires.
La deuxième démo, on va utiliser Siri avec une commande en langage naturel. Donc, je commence par Spotlight. Ici, donc, je lance la recherche sur Spotlight. J'écris Marie. Et là, il va m'afficher en fait toutes les transactions qui contiennent le mot-clé Marie dans le nom, prénom du bénéficiaire. Donc, on a Jean-Marie, Jean-Marie et Marie Garnier. Et Marie au premier graphe. Oui, après Spotlight, il peut trouver en fait des résultats même sur le web. Maintenant, tu peux réaffiner en fait un petit peu la recherche en rajoutant Marie Garnier. Comme ça, on a des transactions qui concernent Marie Garnier. Et du coup, l'utilisateur, dès qu'il choisit la transaction, il peut cliquer, il va lancer l'application en deep link et il va afficher en fait la page de détail de transactions sélectionnées. Maintenant, je passe sur Siri. Maintenant, on va faire une recherche basée sur une commande en langage naturel. Donc, je lance Siri et je lui demande d'afficher la dernière transaction. Pareil, Siri, il va trouver la dernière transaction parce que je lui ai donné accès en fait à la date. Donc, il va trouver la dernière transaction et il va afficher en deep link en fait la page de la dernière transaction. Maintenant, techniquement, comment on a pu réaliser cette démonstration? Tout d'abord, comme on a dit tout à l'heure, le développeur, le premier point à faire, en fait, c'est qu'il doit identifier la structure de données qu'il veut exposer sur Apple Intelligence, en fait. Ici, on a affiché des transactions. Donc, le modèle de données, c'est une transaction. Donc, on va créer une entité de transaction, transaction entity, qui va être conforme au schema entity, en fait, journal.entry. Et puis, le développeur, il va indexer cette transaction entity avec un élément searchable index. Et grâce à cette ligne de code, il va en fait déclarer transaction entity dans l'indexation sémantique. Donc, Apple Intelligence, il va comprendre qu'il a le droit d'afficher et faire des traitements sur cette structure de données. Et puis, le développeur, il va créer un app intent qui va être conforme au intent schema journal.search. Pourquoi search? Parce que l'action principale qu'on a fait sur les transactions, c'était la recherche. On n'a pas édité ou créé, etc. Et puis aussi, il doit développer la fonction perform qui va exécuter l'action lorsque l'utilisateur final en fait clique ou choisit un item de résultats affichés par les app intents. Ici, bien sûr, l'action, c'est un deep link qui va ouvrir la page de la transaction. Maintenant, vu que la partie technique elle est prête, l'utilisateur final, il va venir, en fait, il va choisir n'importe quelle expérience système, shortcut, Spotlight Siri, et il va exécuter sa commande. Donc ici, il va par exemple demander d'afficher les transactions de Marie Garnier. La première chose à faire par Apple Intelligence, le système va essayer d'analyser en fait la commande pour identifier les inputs. Donc ici, les inputs, c'est Marie Garnier, transaction et le verbe affiché. Donc là, il va chercher les liens en fait dans l'indexation sémantique et dès qu'il trouve l'app intent qui correspond en fait à ce genre d'input, il va exécuter en fait l'intent avec la recherche et puis il va permettre à l'utilisateur d'afficher sa transaction sur l'application. Maintenant, c'est la conclusion. Du coup, pour résumer, pour moi, en fait, le plus grand avantage d'Apple Intelligence, selon moi, bien sûr, hein, c'est le traitement on device qui va permettre, en fait, il est basé sur du modèle SLM et il va permettre d'améliorer les performances et aussi il va permettre aux utilisateurs finaux, en fait, d'exécuter quelques tâches sans même pas avoir besoin d'une connexion Internet. Par exemple, pour reformuler du texte, etc., on n'aura même pas besoin d'accès à Internet. Deuxièmement, le deuxième point fort, c'est la sécurité. C'est le point fort historique d'Apple, que ce soit pour le traitement local ou bien le traitement sur le cloud avec le private cloud compute. Apple, vraiment, elle a pensé vraiment à sécuriser les données de l'utilisateur, à renforcer cette sécurité, même avec ChatGPT. Le troisième point, en fait, ou l'avantage, c'est l'accessibilité. Parce que le but initial d'Apple Intelligence, c'est d'améliorer le contexte général dans le téléphone. Donc, ça permet aussi d'améliorer l'expérience utilisateur sur l'accessibilité et surtout sur Siri.
Malgré toutes les annonces qui ont été faites ces derniers jours, je ne sais pas si vous avez vu, mais Apple elle a annoncé que certaines features d'Apple Intelligence qui ont été annoncées pour 2025 sur Siri, ils vont être décalées pour 2026. Et malgré tout cela, en fait, franchement, en utilisant en fait Siri avec Apple Intelligence, j'ai remarqué une amélioration. Maintenant, les inconvénients ou les points d'amélioration. Le premier obstacle pour les développeurs, c'est la liste des intentions ou des actions incomplètes. Tout à l'heure, je vous ai montré la liste des domaines disponibles. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il manque le domaine agenda et le domaine contact. Donc aujourd'hui, il est impossible de réaliser une action sur l'agenda de l'utilisateur et sur le contact. Or, ce sont deux domaines très importants dans les tâches quotidiennes de l'utilisateur. Donc, il manque pas mal de choses, peut-être parce que c'est une version bêta, donc on doit attendre aussi la version officielle. Deuxième inconvénient, c'est les modèles d'Apple Intelligence. J'ai utilisé, ça fait 3 semaines que j'utilise Apple Intelligence sur mon téléphone. Franchement, face à la concurrence, que ce soit pour ChatGPT ou DeepSeek, etc., on remarque ils sont encore loin, en fait. Donc, pareil, par exemple, sur l'application photo, tout ce qui est recherche au mot-clé, ça marche très bien. Par contre, quand on commence à faire des recherches en langage naturel, ça plante, ça marche pas sur tous les coups, en fait. Par exemple, sur l'appareil photo, sur l'application photo, lorsque je recherche avec mot-clé désert, il m'affiche toutes les photos, les vidéos du désert. Par contre, lorsque je lui demande affiche les photos ou mes photos dans le désert, il trouve rien. Donc, il y a pas mal, je pense, une marge de progression dessus, en fait. Et après, le dernier inconvénient, c'est l'interopérabilité entre les applications. Aujourd'hui, il est impossible qu'une application A puisse utiliser, en fait, les données d'une autre application B. Même si je suis le développeur des deux applications, j'ai aucun moyen de faire, en fait, de partager les informations entre mes applications. Et ça représente des limites surtout sur des cas d'usage un petit peu plus complexes. On peut pas les faire parce que c'est bloqué. Sachant que dans le dernier WWDC, Apple elle a parlé d'un protocole qui va permettre de faire, c'est le protocole Transferable Protocol. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune documentation et aucune annonce dessus. Donc pareil, je pense que c'est lié au fait que la version actuelle est une version bêta. Voilà, donc merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour la démonstration, la première ou la deuxième, peu importe, tu tapais ta recherche et ça accédait aux données de l'application, typiquement les données bancaires pour les virements. Ouais. Moi, je sais pas, moi j'ai Android, hein, j'ai pas iOS, mais typiquement pour accéder à mon appli bancaire, il faut que soit je tape un code, soit je mette mon pouce ou des trucs comme ça. Exactement. Et là, tu accédais aux données, potentiellement, est-ce que tu avais besoin? Exactement. En fait, normalement, il y a une connexion faciale, etc. Sauf que ici, c'est une démo. Déjà, en fait, notre équipe CISO, il va jamais accepter ce genre de traitement sur l'application. Ouais. C'était utilisé juste pour la démo. Mais effectivement, c'est pour ça qu'on a lancé l'application avant. Mais normalement, on pouvait passer par une authentification faciale. Ça joue comme, en fait, un deep link ordinaire. Aujourd'hui, dans notre application, on a des deep links qui passent après une authentification avec Face ID ou avec le code, etc. C'est juste pour la démo, en fait. Donc, il y a bien. Exactement. Non, c'est juste pour la démo. De toute façon, en fait, notre équipe de sécurité ne va jamais accepter, même si on a expliqué que c'est sécurisé par Apple, etc. Ils vont pas accepter déjà de faire ce genre de traitement sur une application bancaire pour le moment. Voilà. C'est confiance. Tout à l'heure, tu as dit sur on-device, ils utilisent des SLM et c'est développé par OpenAI ou c'est les modèles vraiment d'Apple? Normalement, c'est les modèles d'Apple, en fait. C'est pas développé par une autre. Ok. Et dans la démo, tu as dit ils repéraient les mots-clés dans les phrases. Et ça, c'est du coup, c'est le SLM qui repère ou c'est juste du NLP J'ai pas compris. Tout à l'heure, dans la démo, tu as dit, par exemple, l'utilisateur va formuler une phrase. Ouais. Là. Affiche les transactions de Marie Garnier. Ouais. C'est quoi la technologie qui est derrière? C'est des SLM? En fait, Ou normalement, le premier traitement, c'est toujours du SLM. Ok. Mais après, en fait, dès que le modèle SLM il est limité, donc là, ils peuvent combiner en fait avec un modèle ou un traitement sur le cloud.
D'autres questions? Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous invite à un petit apéro avec quelques snacks. Et merci à Sphère qui nous accueille et qui fournit tout ça. Juste une petite remarque, on a pris quelques photos aujourd'hui. Si ça vous dérange, on communique avec vous sur la photo de la salle, vous pouvez les indiquer. Merci.